Je m'appelle Aredjan Schnork, je suis un ancien du collège de Saint-Maurice où j'ai fait mes études. J'ai fait ma matu, je crois, en 82, si je ne me trompe pas. Après ma maturité, eh bien, je suis parti à l'école EPFL, l'école d'ingénieurs de Lausanne, où j'ai fait un diplôme en mécanique des fluides. Et peu après la fin de mon diplôme, j'ai eu la chance d'être pris pour aller travailler à l'Agence spatiale européenne en tant que jeune gradué. Je suis parti pour une année et ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que j'y suis. Donc c'était un peu surprenant pour ça quand je dis ça, mais en fait, il y a un suivi qui s'est fait assez naturellement dans les activités sur lesquelles je suis parti. Donc, en tant que jeune ingénieur, eh bien, je faisais des activités très simples sous l'égide d'une personne qui me suivait de près. Mais peu à peu, eh bien, j'ai pu améliorer mes connaissances dans le domaine de la propulsion. Je suis arrivé et on m'a demandé d'aider à faire du design de turbomachines, mini-turbomachines pour des moteurs de fusée ou d'étages supérieurs de certaines petites fusées qui étaient en développement ou en étude, je dirais, à l'époque. Donc, suite à ça, j'ai fait du support sur des satellites, et des satellites principalement scientifiques. Donc, peu à peu, je suis parti dans des équipes qui appliquaient mes connaissances et qui avaient besoin de spécialistes dans le domaine de la propulsion pour des satellites scientifiques. Et avec les années, eh bien, je suis devenu membre d'équipes de projets scientifiques, d'abord assez petits, puis toujours plus gros, et avec des responsabilités qui ont évolué depuis la propulsion vers les systèmes mécaniques, la thermique. Et maintenant, je suis responsable pour un des gros projets de l'agence qui s'appelle JUICE. Et je suis responsable là de tout ce qui est assemblage, intégration et test de ce satellite. Donc, peut-être pour donner un peu le contexte de ce satellite, c'est la prochaine grande mission de l'agence, mission scientifique. C'est un satellite de presque 6 tonnes qui sera lancé dans 2 ans depuis Kourou avec un lanceur Ariane et qui a pour but d'aller vers Jupiter, d'observer le système de Jupiter et de ses lunes. Il faut savoir que ces lunes, ce n'est pas des petits objets comme notre lune qui est autour de la Terre, mais c'est des lunes qui sont presque aussi grandes que la Terre. Donc, c'est un système quasi planétaire qui est à proximité de nous et qui permet de pouvoir espérer trouver un peu de traces de vie ou de potentiel de vie sur certaines de ces lunes, comme Europa, Ganymède, Callisto. Donc, ce projet, c'est un projet d'envergure importante et qui représente à peu près 1 milliard, plus de 1 milliard d'investissements de la part des pays membres de l'Agence spatiale européenne. Comment est-ce que l'agence arrive à financer ce genre de choses et comment est-ce que l'agence est organisée pour faire ça? Eh bien, je vais vous diriger, je vais vous faire une présentation de ce que c'est que l'Agence spatiale européenne. C'est une organisation européenne qui existe depuis 1975. La Suisse à l'époque, eh bien, était déjà membre des organismes. Il y avait 2 organismes qui existaient avant l'ESA, qui s'appelaient l'ELSRO et l'ELDO, un pour les satellites européens et l'autre pour les lanceurs européens. En 1975, on a décidé de mettre tout ça ensemble sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, et il y avait 10 pays membres, dont la Suisse, qui ont mis ça en place avec des règles très solides, puisqu'elles sont encore en valeur aujourd'hui. Une règle, c'est l'objectif principal, c'est l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins strictement pacifiques. Donc, on ne fait pas de militaire ou d'observation de la Terre à des buts
militaire direct. Aujourd'hui, ben, des 10 pays membres, eh bien, on est passé à 20 pays membres. Quasi tous les pays de l'Union européenne y sont membres, et il y a encore quelques pays qui sont dans l'Union européenne qui ne sont pas membres, surtout des pays de l'Est et certains pays baltiques. Il y a à peu près 5000 collaborateurs qui fonctionnent. Des employés directs ESA, c'est un peu plus de 2000. Et on se trouve, le siège se trouve à Paris, et il y a 7 centres principaux dans l'Europe et un centre de lancement qui se trouve à Kourou, au nord de l'Amérique du Sud. Le budget, eh bien, il est d'à peu près un peu plus de 5 milliards d'euros. Il vient d'y avoir une conférence ministérielle, donc les différents ministres des différents pays membres, eh bien, se sont réunis il y a un mois à peu près, un peu plus qu'un mois, et ont décidé du budget de l'ESA et dans quelle mesure l'ESA devrait le placer pour les 3 prochaines années. Donc, je reviendrai dessus plus tard, mais on intervient, et vous le verrez, dans tous les domaines du secteur spatial. Alors, c'est autant l'observation de la Terre, les sciences, la technologie, la navigation, les télécoms, les lanceurs, bien sûr. On considère que, ça c'est ce que mes directeurs me disent, on considère que l'ESA est certainement le deuxième intervenant mondial au niveau spatial et leader pour ce qui est de la science et de la technologie. On a à peu près lancé jusqu'à maintenant un peu plus de 80 satellites. Il y en a 2 qui sont encore partis récemment. Donc, dans ces 80, je ne sais pas s'ils sont comptés, je ne crois pas. Et il y a eu plus de 220 lancements qui ont eu lieu depuis Kourou pour le compte de l'agence ou aussi pour le compte de parties qui sont totalement commerciales et industrielles. Les sites de l'ESA, bien sûr, je l'ai dit, le centre c'est à Paris, et moi je vous parle actuellement de la Hollande parce que le centre technique et scientifique se trouve près de la mer du Nord, à Noordwijk, et c'est là où j'ai mon domicile depuis un peu plus d'une trentaine d'années. C'est un très grand site où il y a à peu près 2000 personnes, ingénieurs la plupart, qui travaillent chaque jour. Plus aujourd'hui du fait du Covid, ça représente aujourd'hui pas plus que 10 ou 15% maximum des gens qui sont normalement dans leur bureau là-bas, et tout se passe à distance assez bien, je pense. Il y a d'autres sites, des sites de formation d'astronautes européens, un site de commande opérationnelle des satellites qui sont en orbite, un centre de gestion des données, surtout les données de l'observation de la Terre qui se trouve près de Rome, et un centre de données scientifiques pour tous les projets scientifiques qui se trouve près de Madrid. En plus de ça, eh bien, il y a une série de sites de commandes d'antennes, oui, de grandes antennes qui sont distribuées tout autour de la Terre, entre l'Australie, au sud de l'Espagne et en Amérique du Sud, qui permettent d'avoir le contact avec des sondes qui sont très éloignées de la Terre, par exemple Mars, ou là, comme je vais aller avec mon projet, vers Jupiter et ses lunes. Alors, il y a, à part ça, des centres qui sont dans chaque pays, qui aident et stimulent toutes les activités liées au spatial, qui peuvent être directement liées au spatial pour aider des industries qui sont en train de produire des projets pour nous, de construire des projets ou de les tester, ou aussi dans le cadre de l'éducation ou dans le cadre de support à des startups ou des spin-offs de produits qui sont dérivés du spatial. Alors, en Suisse, il y en a 2, j'en reparlerai.
Le budget de l'agence, eh bien, il est lui-même assez important, c'est 5 milliards, plus de 5 milliards par année, comme je l'ai dit, principalement vers l'observation de la Terre. Pourquoi l'observation de la Terre? Eh bien, c'est actuellement, depuis une dizaine d'années ou à peu près, c'est un gros souci des citoyens européens. Des citoyens, mais aussi, bien sûr, des élus et de la Commission européenne qui, elle, veut un peu monitorer tout ça depuis le spatial, c'est-à-dire avoir une vue un peu globale de ce qui se passe sur Terre. Et quand on parle d'Europe, comment faire ce monitoring? Eh bien, le moyen, c'est de s'en éloigner, de prendre de la distance, de s'en éloigner un peu, ou même de s'en éloigner beaucoup de manière à avoir une vue globale. Alors, l'observation de la Terre, j'irai un peu plus dans le détail tout à l'heure, il y a plusieurs programmes en place avec une très grosse participation, non seulement de l'ESA, mais aussi d'institutions, la Commission européenne et la NASA, la NOAA, qui sont les instituts météorologiques américains. Les deux plus grandes dépenses, eh bien, c'est le transport spatial, c'est les lanceurs. Actuellement, eh bien, on a 3 lanceurs qui fonctionnent. Bon, il y a eu un échec récemment de Vega, donc ça arrive. C'est un domaine très risqué, c'est un domaine qui demande beaucoup de finesse et d'assiduité pour pouvoir faire un travail ou un produit qui, en fin de compte, soit très fiable. La fiabilité, c'est essentiel. Et donc, avec notre fer de lance actuel Ariane 5, on a un lanceur qui est très, très fiable. Il y a aussi un autre lanceur qui nous vient en échange avec la Russie, qui s'appelle Soyouz, qui est un très ancien lanceur, qui a été modernisé et qui a un pas de tir à Kourou et qui régulièrement est lancé depuis là. Et le troisième lanceur, c'est un petit lanceur qui permet de faire des lancements à bas prix pour des charges utiles jusqu'à 1500 kg en orbite basse. C'est le lanceur Vega et qui a eu un échec récemment. Ensuite, il y a les programmes des télécommunications qui sont aussi un gros programme. Alors, les télécommunications, c'est quelque chose qui existe, qui est rentable, dans lequel il y a une industrie européenne qui est en place depuis pas mal d'années et qui fonctionne bien avec un retour en termes de profit direct, sans avoir besoin de passer par l'ESA, qui est très intéressant. Deux grands acteurs principaux, hein, Airbus et Thales, qui sont les deux européens, principalement d'origine française. Les télécommunications pour l'ESA, c'est une approche qui est un peu particulière, dans le sens où on supporte les grands acteurs européens, mais aussi les plus petits, dans le sens à mettre en place des technologies, à développer des bases de satellites qui sont plus performantes et des services qui sont nouveaux et qui permettent à l'industrie européenne d'être plus performante sur le milieu mondial. Hein. Ça se limite du loin pas à l'Europe. Et ça se fait en partenariat souvent avec Eutelsat, une entité qui a été créée par l'ESA. Avec un peu moins de participation, eh bien, il y a l'exploration robotique et humaine du système solaire. On reste au niveau du système solaire dans ce cas-là. Eh bien, là, il y a aussi des grosses dépenses qui se font. On prépare une mission qui va sur Mars, ExoMars. On prépare une mission qui, en commun accord avec la NASA, va aller chercher des exemplaires de sol martien pour les ramener sur Terre, Mars Sample Return, et en parallèle, on est présent, pas en permanence, mais on est présent sur la Station spatiale internationale
régulièrement, on a des expériences qui sont en cours constamment, on a un module qui permet à des chercheurs de faire leur travail en orbite. Ensuite, il y a les programmes scientifiques pour lesquels je travaille, et il y a un projet scientifique qui est reconnu mondialement, qui a un historique et un suivi qui est admiré du monde entier. Suite à ça, je dirais, eh bien, il y a toute une série d'autres programmes, et entre autres un programme qui est beaucoup moins coûteux en termes financiers, mais qui est très important et qui est la recherche technologique. Donc, il y a des programmes qui sont de développer des nouvelles technologies qui n'ont pas, soit pas de background et qui sont totalement nouvelles, soit qui existent et sont utilisées pour des domaines industriels nécessaires sur Terre, mais qu'on veut spatialiser. Et en général, avant de spatialiser un équipement ou une unité, eh bien, on a besoin de beaucoup de transformations ou d'adaptations et de vérifications qui permettent de les embarquer sur des projets de l'agence. Les ingénieurs qui travaillent dans le domaine de développement technologique, c'est en général les jeunes ingénieurs qui ne sont pas totalement coupés des projets. Ils travaillent en coordination avec les projets. Donc, les dépenses qui partent dans le côté recherche et développement technologique pur, eh bien, ont des retours vers les projets. Et les projets, eux, ont aussi, en général, des besoins spécifiques, parce que, par exemple, on a des problèmes de compatibilité magnétique. Quand je vais sur Jupiter, l'environnement magnétique est très contraignant pour tout ce qui est électronique. Donc, il faut se protéger de ça. Et comment le faire? Eh bien, on demande à ces spécialistes qui sont présents tout près de mon bureau, sur le même site, de nous aider et de nous donner des solutions aux problèmes qu'on trouve. Donc, eux accumulent de l'expérience qu'ils peuvent utiliser ailleurs, et il y a une cross, on dit en anglais cross-fertilisation, hein, une fertilisation croisée des expériences et des besoins et des résultats. En parlant de globalité et d'investissement financier des pays membres de l'ESA, eh bien, on voit que ces investissements ont, sur le long terme, ont un impact important. Déjà, je l'ai déjà mentionné, c'est le nombre de pays membres ne fait qu'augmenter. S'il y avait des pays membres qui n'étaient pas contents de ce qu'on fait, ben, si j'étais responsable d'un pays membre, je dirais, mais ça ne sert à rien, hein. Et en plus, l'industrie voit que le retour industriel en termes de profit, des investissements et des efforts qu'ils font, parce qu'il y a des efforts industriels qui sont faits pour compléter les projets de l'agence, eh bien, ce retour sur ces know-how qui sont obtenus à travers les projets de l'agence sont importants. Donc, il y a une augmentation des dépenses et de l'emploi en Europe dans le domaine spatial et du retour vu par les différents investisseurs industriels et participants dans les projets de l'agence. Bon, il faut toujours regarder les choses avec une vue correcte. C'est que le domaine spatial ou l'industrie spatiale, c'est quand même une petite industrie. Quand on parle du monde spatial, pour l'Europe, c'est à peu près un peu plus de 50 000 personnes. C'est pas beaucoup de postes de travail comparé à la chimie ou à la construction de voitures ou d'avions. C'est une petite industrie, mais une petite industrie qui fonctionne assez bien, avec beaucoup de fiabilité et qui a montré dans le moyen à long terme un bon retour économique. La Suisse, elle, eh bien, a ce budget de l'ESA, que je dis 5 milliards à peu près par année, elle participe pour à peu près 4%. Et
ce qui représente à peu près 160 millions par année. Elle participe depuis le début de manière très active et elle a une position qui est très écoutée de par son expérience depuis le début et de par sa participation d'une manière qui est très appliquée et aussi très reconnue du point de vue scientifique. Les universités de Genève et de Berne, dans le domaine scientifique, ont une très grosse réputation. Bien sûr, les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich aussi, pas seulement dans le domaine scientifique, mais aussi côté industriel. Donc, si je résume un peu comment fonctionnent l'ESA reçoit des finances de ses pays membres, ses 22 pays membres, a des contacts avec des instituts d'université, principalement en Europe, mais à travers ces universités européennes dans le monde entier, et pour réaliser les projets qu'elle veut réaliser, eh bien, elle a besoin de l'industrie et l'industrie européenne. Donc, les deniers que les pays européens nous donnent, ils retournent à 90% dans l'industrie européenne en tenant compte de la proportion de la participation des différents pays membres. Maintenant, l'ESA ne fait pas que de retransformer ou rediriger cet argent vers l'industrie, mais elle met en place une sorte de coopération, coordination à tous les niveaux où elle participe, au niveau européen bien sûr, avec beaucoup de force, et aussi au niveau mondial parce qu'elle a beaucoup de contacts avec ses homologues qui sont la NASA, qui est très bien connue, Archei, l'agence spatiale russe, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, l'agence spatiale chinoise, les Indiens. Le contact est permanent. Les discussions entre les différents scientifiques aussi est permanent dans le monde, et ça on le connaît bien, il n'y a pas besoin de l'agence pour le faire, mais l'agence va stimuler des orientations pour certaines destinations qui peuvent être scientifiques ou autres, certaines applications industrielles ou d'observation de la Terre, observation du ciel, qui vont centraliser pour des résultats qui sont supposés ou espérés utiles à l'Europe, à l'industrie européenne, à la politique européenne. Alors, il y a un autre aspect dans lequel, avec les années, on a pu mettre en place des éléments qui aident encore l'industrie, encore plus pour participer dans le spatial, c'est que ce n'est pas seulement des projets, mais c'est aussi, bien sûr, les lanceurs. On a un lanceur qui est fiable, on en a même 3 maintenant sur lesquels on peut compter. On a des facilités de test qui sont mises à disposition pour toutes sortes de projets et que les projets qui peuvent être nationaux peuvent utiliser. Hein. On a aussi des stations sol, comme je le mentionnais à l'ESOC, près de Darmstadt, qui peuvent opérer des satellites qui vont partir dans toutes les destinations spatiales possibles. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est des données, c'est du stockage de données, et c'est de la dissémination de ces données qui est mise, pour certaines, comme les données de l'observation de la Terre, elles sont mises à disposition de tout public. Chacun peut se dire, ah, j'aimerais savoir le Sentinelle-2, qui est un diagramme Copernicus actuellement, ah, qu'est-ce qu'il a vu aujourd'hui, ce matin, on peut le voir. Donc les données, elles sont disponibles. Peut-être c'est pas dans la journée, mais le jour suivant, je crois que c'est 24 heures. Donc il y a un service. Et un des autres services de l'observation de la Terre qui est connu de tout le monde depuis des années, eh bien, c'est Météosat, les images météo qu'on voit tous les jours.
elles viennent de satellites Météosat qui sont en orbite géostationnaire, il y en a 4, et qui suivent la Terre en constance 24 heures sur 24. Les images sont disponibles pour tout public. Donc, et elles sont gratuites. Les données, c'est une chose. La connaissance, c'est encore une autre chose qui profite encore plus à tout un chacun, dans le sens où ce n'est pas seulement les scientifiques qui en profitent. Connaissance, on pense tout de suite à université scientifique. C'est pas que ça, c'est aussi l'industrie. C'est le retour d'expérience quand on a participé à certains projets, c'est le retour en termes d'éducation, avoir des ingénieurs qui ont directement une expérience du spatial et qui savent de quoi on parle, c'est du retour en termes de support à des jeunes entreprises, à des spin-offs qui, elles, peuvent jouer un rôle important dans le spatial, mais aussi dans d'autres domaines qui sont plus appliqués à des applications terrestres. Et là, ben, le pays lui-même retrouve son investissement avec certains facteurs. Alors, le facteur de retour sur investissement, il dépend des domaines, mais un domaine où on pense, où il y a peu de retour, c'est le domaine scientifique. On pense, oui, ça profite qu'aux universités et aux scientifiques en termes de connaissances pures. Eh bien, même dans le domaine scientifique, les applications de ces projets scientifiques, elles donnent un retour important industriel parce qu'elles font partir des applications vers des domaines dans lesquels on ne pensait pas. Elles ont des retours de connaissances dans des domaines qui sont nouveaux et qui permettent de progresser dans les applications. En parlant d'applications, je veux parler, puisqu'on est en Suisse, pour la Suisse, il y a eu un cas très spécifique qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, de Kéops. Kéops, c'était un satellite qui a été développé sur une stimulation faite par la Suisse, qui est le premier petit satellite de l'Agence spatiale européenne et qui a englobé la participation de 11 États membres. La Suisse était pionnier et leader dans ce projet. L'agence y a mis 50 millions et ça a permis de réaliser une observation de certaines étoiles autour desquelles on essaye de trouver des planètes qui ont un potentiel de vie. Alors, il y a un grand nombre de planètes qui ont été découvertes avec ce satellite déjà maintenant. Il fonctionne très bien et on voit que cette stimulation, cette coopération permet de faire des grandes choses que la Suisse elle-même n'aurait pas pu ou à laquelle il aurait fallu beaucoup plus de temps. Et le profit revient vers les universités en termes de connaissances, l'Université de Genève et de Berne principalement, et en termes industriels, vers un know-how de nos industries en Suisse. Dans le domaine de la technologie pure, eh bien, l'agence soutient la compétitivité, aide les applications spatiales, comme ce Kéops, et favorise l'innovation. Dès le moment où quelqu'un a des idées intéressantes, eh bien, ce quelqu'un peut aller voir l'industrie de son pays, peut aller voir le bureau des offices des activités spatiales de son pays ou une agence spatiale. Les pays comme la France a une agence spatiale nationale. Et si cette idée est très intéressante, mais pas qu'on ne peut pas supporter au niveau d'un pays, eh bien, elle peut très bien être supportée par l'agence en mettant
en coordination tous ces pays membres et en demandant est-ce que ça vous intéresse? Voilà, l'agence pense que cette idée, c'est une bonne idée. Donc, si c'est une idée opération de la Terre, on va dire à un board, un programme board de l'observation de la Terre, on va présenter ça et leur demander est-ce que vous êtes intéressés? Alors, on peut très bien dire, mais oui, c'est intéressant, c'est applicable directement, c'est une idée géniale, on y va, on fonce, faites-nous un projet, donc se lancent sur un projet, mais on peut aussi dire, ah ben oui, c'est très intéressant, mais par contre, ça va demander des développements dans tel ou tel domaine qu'il faut résoudre avant de se lancer dans un projet. Donc là, l'agence va faire les développements nécessaires avant de créer un projet. Il y a, avant de lancer un projet pour démontrer la bonne capacité de ces nouvelles technologies à être utilisées dans le spatial, eh bien, on offre aussi à l'agence des petits satellites qu'on a appelés PROBA, qui sont des supports qui permettent de tester des nouvelles technologies. Donc, sur ces probas, on peut prendre beaucoup de risques parce qu'ils vont en ce qu'on appelle piggyback sur un lancement. Peut-être que vous avez vu récemment, il y a eu un lancement avec plus de 50 de satellites sur un lancement Soyuz, où un grand nombre de petits satellites sont mis autour d'un satellite principal pour lequel on fait le lancement et qui permet d'avoir un accès bon marché à l'espace en profitant de ce lancement. Donc, des probas, il y en a déjà eu 3, 4, oui, 4 actuellement. Je crois que la Suisse en a participé à ces programmes. On n'en entend pas trop parler, mais les retombées sont très importantes dans les applications futures. Dans le domaine de la technologie, des télécommunications, eh bien, on stimule l'industrie, on intervient dans toutes les chaînes de valeur, pas seulement au niveau spatial, mais aussi dans les services que les télécoms permettent de créer. Alors, il y a des services spatiaux, je pense à un projet qui s'appelle EDRS, c'est un service pour le spatial qui permet de transférer en orbite des données alors qu'on n'est pas en contact avec un satellite. Donc, avec une seule station au sol, sans d'autres moyens de transmission directe avec le satellite en orbite, c'est une sorte d'interface télécommunication qui reprend les signaux et les transmet au sol où que ce soit, parce que en ayant 3 satellites en orbite géostationnaire, eh bien, on couvre le monde entier. Donc, un de ces 3 satellites aura toujours une vue de la Terre et il suffit d'avoir une connexion avec un de ces 3 satellites depuis l'espace pour pouvoir communiquer avec le sol. Ça, c'est une des applications. Il y en a d'autres avec l'aide aux constructeurs de plateformes télécom, de développement de nouvelles plateformes plus grandes, plus performantes. Je pense à la propulsion électrique, par exemple, ou à des transpondeurs plus performants. Côté lanceur, on en a parlé, hein, 3 lanceurs principaux, et il y en a un nouveau qui est en développement, c'est Ariane 6, qui a pris un peu de retard du fait du Covid. À place de lancer à la fin de cette année ou début de l'année prochaine, eh bien, le premier lancement est reporté. L'accès au pas de tir parce qu'il y a un pas de tir qui est en développement pour ce nouveau lanceur, eh bien, les accès ont été fermés pendant plusieurs mois. Le Covid ne permettait plus de faire un travail suffisant sur place parce qu'il y avait d'énormes équipes qui construisaient des énormes infrastructures. Alors, elles ont bien avancé, mais à un moment, elles ont dû s'arrêter et là, le prochain lancement se fera plus tard que prévu. Et entre-temps, il faut maintenir les équipes en place parce qu'on ne peut pas facilement changer les spécialistes et les connaissances ne sont pas escamotables ou transformables très facilement. En termes de lanceurs futurs ou réutilisables,
Alors, l'approche européenne par rapport aux lanceurs, c'est plutôt l'approche classique. On a un lanceur commercial qui se vend bien, qui est, je crois, le lanceur le plus commercialisé au monde, Ariane, mais même avec ce support commercial ou cette utilisation commerciale, eh bien, ça représente 7 à 10 vols par année. Réutiliser un engin, une machine aussi complexe qu'un gros lanceur, quand on a une production de 7 à 10 unités par année, eh bien, ça n'a pas vraiment de sens. Les coûts sont trop importants. Les coûts de refurbishment, de remise à jour des équipements et des moteurs, si on veut les réutiliser, sont trop importants par rapport à ce nombre de lancements. Donc, on va vers un lanceur et on maintient l'utilisation lanceur qui n'est pas réutilisable. Par contre, si dans le futur, ces lancements devraient être plus fréquents, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas faire quelques éléments plus réutilisables, comme on voit SpaceX qui fait retourner son étage supérieur. Mais il faut bien comprendre que SpaceX est commercial, certes, avec des coûts très, très attractifs, mais bénéficie d'un support énorme de part de la NASA et aussi a un cahier des charges qui est différent de celui de l'Europe, avec un nombre de lancements institutionnels de la NASA ou des agences militaires américaines qui est bien plus important que le nôtre. Donc, en termes de lanceurs du futur, eh ben, on a un petit shuttle, je dirais, une navette qui est en train d'être mise à jour ou développée actuellement. Et là, il y a déjà un modèle qui a volé il y a quelques années sur un vol Soyuz et qui fonctionne très bien. Donc, la technologie, elle est là. Je crois qu'il faut encore un peu plus de soutien et trouver une motivation pour le développement final de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit utilisable et disponible pour des petits lancements. Alors, pourquoi est-ce qu'un projet comme ça, c'est pas une sorte de fer de lance? Bien parce que dès qu'on parle petit lanceur, on parle aussi petit investissement, petit moyen, petit bénéfice. Donc, c'est un domaine intéressant dans un sens technologique, mais avec un retour très limité, un risque important. Donc, on n'est pas très très chaud pour aller dans ce sens-là, mais les choses vont se faire avec prudence, je dirais. Peut-être quelques mots sur ce qui se passe en Suisse. En Suisse, on a une industrie qui existe depuis longtemps, je le disais, avec plus de 40 industries qui sont membres du Swiss Space Organization, qui sont regroupées autour de ça. Tout ça, cette organisation des industries, eh bien, elle dépend et reste constamment en contact avec le département des affaires économiques et de l'éducation et de la recherche de M. Parmelin. Il a un secrétariat de l'éducation et de la recherche et de l'innovation qui s'occupe de tout ce qui est spatial. Je dirais que l'industrie spatiale suisse est bien connue pour ses coiffes, pour les structures, RUAG, certains équipements RUAG. Maintenant, RUAG est devenu une entreprise européenne où elle a des expertises très reconnues dans le domaine de la thermique, protection thermique en Autriche, dans les domaines des computers de bord en Suède, etc. L'agence aussi supporte la Suisse avec ce qu'on appelle les BIC, les Business Incubation Centers. Il y en a un qui se trouve à l'EPFZ, à Zurich, et il y a plus de 20 centres BIC comme ça en Europe qui ont, qui supportent actuellement plus de 700 startups.
Donc, c'est sûr que pas toutes ces startups vont donner des résultats. Je crois qu'en Suisse, il y en a un grand nombre, plusieurs dizaines, qui sont supportées. De quelle manière? Eh bien, avec l'aide, s'ils font la demande, c'est à eux de faire la demande, ou s'il y a des intérêts de l'agence, de les aider avec les spécialistes qui sont disponibles à l'agence, qui peuvent répondre à leurs questions pour ce qui est du spatial. On a un lab, ESA Lab, qui se trouve aussi à l'EPF de Lausanne, qui existe depuis pas mal d'années, et qui cherche les liens entre le spatial, l'éducation et la recherche, de manière à stimuler tout ça et former des jeunes pour l'industrie spatiale suisse, mais aussi européenne, pourquoi pas, pour venir me remplacer lorsque je serai à la retraite. Il y a un projet actuellement, j'ai compris, je ne le connais pas du tout, qui s'appelle Igluna et qui est avec la participation de ce lab de l'agence de l'EPF. Alors, on m'a aussi demandé de parler un peu plus de l'observation de la Terre. Donc, l'observation de la Terre, c'est le gros projet de l'agence, pas seulement de l'agence, mais aussi de l'Union européenne, parce qu'on a non seulement une très grosse participation des pays membres de l'agence, mais une grande partie de ces mêmes pays membres financent l'observation de la Terre, les programmes d'observation de la Terre de l'ESA par la Commission européenne. Alors, il y a quatre, je dirais trois grosses parties. Une, c'est les explorers, c'est de la science de l'observation de la Terre. Il y a deux programmes qui sont des programmes opérationnels, les satellites météo. J'ai parlé tout à l'heure Météosat, mais il y a aussi METOP. Et il y a les programmes Copernicus, Sentinelle, qui eux aussi sont opérationnels. Et là, il y a 6 sentinelles qui font et qui couvrent constamment, en permanence, la Terre et qui donnent des services de détail à tous les citoyens, les industries, les pays membres et même pas que les pays membres, puisqu'il y a des participations de la NASA, de la NOAA, qui sont eux des coopérants dans ces programmes. Alors, je parlais d'un quatrième sur lequel je ne reviendrai pas, mais ce sont des petits satellites qui permettent de faire des observations très spécifiques à très basse altitude, qui souvent ne sont pas équipés de systèmes de propulsion, donc ils ont une durée de vie qui est relativement courte, mais qui permettent de faire des observations qui sont parfois très, très intéressantes. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, je reprends un peu plus dans le détail les trois grands axes de l'observation de la Terre, hein, et les explorers. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est des programmes, des applications, des projets qui sont en vol depuis 2009, comme Gotche, qui analysait le champ gravitationnel terrestre, SMOS, qui a analysé les cycles de l'eau terrestre, Cryosat, la couverture glaciaire, ça fonctionne, c'est encore en fonction aujourd'hui, Swarm, c'est 3 satellites qui étudient le champ magnétique aussi, proximité de la Terre, Aeolus, qui mesure les vents à l'échelle du globe entier, de manière très précise, EarthCare, qui lui est en construction actuelle et qui va étudier les gaz et les constituants des gaz dans les nuages qui entourent la Terre à différentes hauteurs. Biomass, qui va étudier le cycle carbone de la Terre. Tout le monde se soucie de ce cycle carbone. Qu'est-ce qui se passe? Où va tout le carbone qu'on émet avec notre industrie et nos déplacements? Il y aura
Flex, là je passe dans des années 2023, qui va étudier, lui, la photosynthèse. Alors, il y a encore 9 à 10 projets qui doivent encore être sélectionnés, de ces exploraires. Alors, comment ça se passe? Bien sûr, ça dépend des budgets, ça dépend des intérêts des scientifiques, des pays membres, pour dire à l'ESA, on veut encore faire un projet dans ce sens-là, regardez, il y a un intérêt suffisant, ces pays membres veulent mettre l'argent, donc l'ESA va prendre le mandat et faire le nécessaire, développer un satellite avec l'aide de l'industrie européenne ou aussi avec l'aide de l'industrie ou des participations de la NASA, de la NOAA, comme ça s'est fait par exemple Sentinel-6 qui vient d'être lancé. Il y avait une très grosse participation de la NOAA et de la NASA. Ils nous ont donné un instrument ou même 2 instruments de ce satellite et le lancement. Donc, on a lancé ce Sentinel-6 avec un lanceur américain, SpaceX, qui nous a été fourni par la NASA. Donc, on ne payait pas c'est sa participation à ce projet. Les projets météorologiques, donc on a vu les exploraires, là, les météorologiques, eh bien, Météosat, tout le monde connaît. Le système Météosat existe depuis avant 2002. Il est en place et fonctionne en constance. Alors, comment ça se fait? Les satellites vieillissent, on les remplace avec des modèles qui sont plus performants, qui donnent plus de précision et plus de détails pour les analyses météorologiques. Alors, on est actuellement avec le développement de Météosat 3e génération. L'année prochaine, il va y avoir le premier Météosat de la 3e génération qui sera lancé. Ce sera 4 satellites qui feront de l'imagerie atmosphérique. On a à côté de ça les METOP. Là aussi, ça existe depuis, c'est en orbite autour de la Terre à plus basse altitude, c'est pas en orbite géostationnaire, et ça permet de faire une analyse plus précise, pas seulement dans le visuel, mais aussi dans beaucoup de longueurs d'onde différentes de l'évolution du climat et de la météo sur la Terre. Et là, il y a 6 satellites qui sont soit en vol. Actuellement, il y en a 2, je crois, et il y en a d'autres qui sont en préparation. Donc, on prépare la 2e génération qui recouvre, je crois, 3 satellites. Le programme Copernicus, c'est le gros programme avec une dizaine de satellites. Alors, on parle en termes des projets, c'est les sentinelles. Donc, on a lancé le Sentinel-6. Je crois qu'il manque encore un lancement d'un des sentinelles, c'est le Sentinel-4. Alors, le Sentinel-1, chaque sentinelle a sa spécificité. Ils sont tous en orbite basse. Donc, il en faut plusieurs pour avoir une vue constante de la Terre. Donc, ce n'est pas une vue constante, en fait, c'est une vue avec une fréquence de endroits remesurés, repris en photo par ces sentinelles qui sont en orbite basse. Donc, ils surveillent les océans, les hauteurs des eaux sur les océans et les mers, l'environnement climatique, les prévisions océaniques à niveau local. Il y a une surveillance des terres, l'évolution de certaines cultures. Les pays sont intéressés de savoir comment ça se passe. La surveillance aussi des grands problèmes atmosphériques. Quand il y a des inondations dans un certain endroit, eh bien, les images sont très utiles pour venir en aide aux systèmes d'aide qui sont mis en place. Et les images sont stockées et permettent de revenir dans le temps, de voir quelles sont les zones affectées et en dériver les besoins et les aides nécessaires.
tout le système d'observation de la Terre a un centre qui se trouve à Frascati, c'est au sud de Rome, qui stocke toutes ces données et les met en disposition du public pour toutes les utilisations dont on peut imaginer ou même dont on peut ne pas imaginer, parce qu'on s'aperçoit que quand on développe et on met en place un projet pour une certaine application et un certain groupe d'intérêts, on s'aperçoit que la plupart des cas, eh bien, ce n'est pas seulement ce groupe d'intérêts précis qui en profite, mais il y a énormément d'autres intérêts qui surgissent de ça et qui donnent à des retombées secondaires dont on ne peut imaginer quand on met en place le programme. Voilà, alors j'espère que de cette manière, j'ai répondu un peu à tous les points. Et de mon avis, je considère qu'avec cet outil qu'est l'ESA en place à disposition des pays membres et de l'industrie et des scientifiques européens, eh bien, on a démontré, c'est pas seulement qu'on a en place cet outil qui existe et qui a été démontré dans le passé, ses capacités, mais on démontre que pour le futur, l'Europe spatiale est un futur qui est assez serein dans certains domaines, où on sait où il faut s'améliorer et où on sait où on veut aller. Si, comme je disais tout à l'heure, si l'agence spatiale ne faisait pas bien son travail, les budgets n'y seraient plus transmis et on serait très vite à court pour faire quoi que ce soit. Ça se place dans cette coordination entre les agences spatiales. Ben, là, dans le cas de Jupiter, c'est très simple parce que effectivement, il y a déjà une sonde autour de Jupiter. Et il y en a une précédemment qui a passé à proximité de Jupiter, qui a vu des choses très intéressantes. Donc, la NASA a envoyé une sonde qui s'appelle Juno, qui est actuellement dans une orbite très spéciale autour de Jupiter et qui observe et qui a fait des photos extraordinaires et qui a permis de mieux connaître Jupiter. Mais quand on connaît un peu le système jupitérien, eh bien, on veut y retourner. Et cette sonde actuelle que la NASA a autour de Jupiter, eh bien, il y a certaines choses que la NASA voudrait faire. Actuellement, la NASA se penche pour aller sur la Lune de Jupiter, Europa. Donc, elle va faire une mission qui va directement sur Europa parce qu'on a vu des choses très intéressantes. Donc, il y a une coordination dans le sens où la NASA a cette sonde qui est actuellement en place et la NASA aussi nous est intéressée dans notre projet JUICE pour aller observer Europa, Ganymède, Callisto et le système jupitérien, mais sous une autre vue, parce qu'elle nous transmet elle participe à notre projet de l'ESA en nous transmettant des deux instruments, ou plus même que de deux instruments, et un support pour les analyses de données. Donc, il y a une coordination et un suivi. Alors, il faut bien aussi, quand on parle de support de la NASA vis-à-vis de projets scientifiques, il y a toujours un risque financier quand il y a le support de la NASA, parce que le financement des applications scientifiques aux États-Unis dépend de la décision des budgets. Il se peut très bien que un projet scientifique de la NASA soit arrêté du jour au lendemain. D'ailleurs, on l'a vécu. Exorce, le programme de l'ESA, qui avait une grosse participation de la NASA à l'origine, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. On a dit non, on fait autrement les choses, on veut pas coopérer avec l'ESA, on veut faire notre projet de manière indépendante. Donc, on s'est retrouvé avec, l'ESA s'est retrouvé avec une participation moindre de la part de la NASA. Mais
pour revenir à Jupiter, eh bien, il y a une coordination à travers les agences ESA, NASA, à travers les scientifiques aussi, parce que les scientifiques ne sont pas intéressés de répéter leurs connaissances, ils sont intéressés à apprendre plus. Donc, quand on parle d'une planète comme Jupiter, qui est énorme, presque aussi grande que le Soleil, un peu plus petite que le Soleil, et qu'on veut essayer de comprendre comment ça marche ou l'observer, eh bien, on peut se rendre compte que c'est un monde qui s'ouvre à nous, parce que ce système jupitérien, c'est un système planétaire. On parle des lunes, comme je le disais, mais un système planétaire, en fait, sur lequel on regarde un peu plus dans le détail. Alors, les détails, il y en a une infinité. Pourquoi ce Jupiter n'est pas devenu une étoile, par exemple? Comment ça se fait qu'il y a autant d'effets magnétiques autour de Jupiter et de ses lunes? Comment ça se fait qu'il y a autant d'eau sur ces lunes, enfin, dans le sous-sol de ces lunes? Donc, il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne comprend pas et qui valent d'observer et dans le détail, et ça se fait en coordination. L'ESA n'a pas beaucoup de budget de relations publiques. Elle compte sur les États membres pour le faire. Donc ça va dépendre des États membres. Je vois en France, il y a beaucoup d'informations et de détails qui sont transmis au tout public sur le spatial et sur ce qui est fait. Bien sûr, la France met un budget énorme pour le spatial. La moitié du budget de l'ESA vient de la France quasiment. Donc là, il y a un peu un manque de la part de l'ESA, mais ce n'est pas vraiment dans les objectifs de l'ESA. Par contre, un des objectifs, c'est l'éducation. Donc, à travers l'éducation, eh bien, on fait passer le message de l'intérêt et de l'utilité du spatial. Il y a, par rapport, pour mettre en rapport avec d'autres investissements que chaque pays membre fait, eh bien, par exemple, ce que l'Europe met dans le spatial, ça représente 12 € par citoyen par année. Alors, si on compare ça avec ce que les États membres donnent pour l'aide aux pays en voie de développement, par exemple, ou pour l'industrie d'une manière générale, eh bien, ça représente très, très peu. Oui, il y a des spécificités spatiales, mais ça reste dans certaines écoles de certains pays. Je dirais, il n'y a pas une formation spatiale. En Suisse, par exemple, elle n'existe pas. C'est une spécialisation en fin de cursus, je pense en année de master, par exemple, ou en PhD, où on peut faire ça. Mais par contre, en France, où on a des écoles aéronautiques et spatiales qui sont à disposition des élèves intéressés, je vois dans certains pays aussi des écoles qui ont des cursus. Maintenant, cette coordination dans l'éducation, eh bien, elle peut se faire à différents niveaux. Et là, de nouveau, nous, en tant qu'ESA, on ne peut que stimuler les choses, mais on ne veut pas interférer dans l'éducation des pays membres. Les pays membres restent souverains par rapport à ça et font comme ils veulent et mettent les budgets qu'ils veulent. Je ne crois pas que le fait que la Suisse ne soit pas dans la communauté européenne joue un rôle au niveau de l'ESA. La Suisse est vue au niveau de l'ESA comme un participant au programme de l'ESA et a son mot à dire comme chaque pays membre. Elle peut participer au programme auquel elle veut bien participer et elle sera toujours la bienvenue. Et ses compétences sont reconnues depuis longtemps. Maintenant, par rapport à la Commission européenne, eh bien, il peut y avoir certaines tensions parce que la Commission européenne a maintenant mis en place un programme spatial, fait un peu peur à l'ESA dans le sens où, mais est-ce que
la Commission européenne veut englober l'ESA et faire devenir l'ESA, l'Agence spatiale européenne, une administration spatiale européenne. Et c'est ce que l'agence ne voudrait pas. Et c'est ce que l'agence espère, c'est que les pays membres ne vont pas dans ce sens-là. Parce que le but de l'agence, c'est les applications. C'est pas de faire de l'administration, de mettre en place des standards et de les jeter à la figure de l'industrie européenne et des scientifiques européens et de leur dire maintenant débrouillez-vous. Non, c'est pas ça l'approche, ou de mettre des règles et des lois spatiales sans se soucier de l'application. La Commission européenne a des programmes d'application, mais elle est très éloignée des applications. Elle laisse énormément de champs libres et ne participe pas de près dans l'industrie. Dans ma fonction actuelle en tant que responsable de l'assemblage, de l'intégration et des tests d'un satellite, eh bien, j'ai passé le mois dernier, j'ai passé chaque semaine, je suis allé voir mon satellite, je suis allé voir mes industriels qui travaillent nuit et jour, et j'ai discuté avec les gens qui font l'intégration, les opérateurs qui sont sur place, qui serrent les boulons. Parfois, le boulon, il ne passe pas dans le trou. Et je sais ça. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le serrer? Et là, eh bien, j'essaye de comprendre pour éviter que ça se repasse. Je me soucie énormément de ce qui se passe côté industriel. Donc, on fait ce lien, on fait ce catalyste entre les grandes idées, la politique européenne, la politique spatiale de chaque pays membre, mais d'un autre côté, on reste très proche de l'industrie, aussi proche qu'on puisse le faire, parce que je ne peux pas y passer tout mon temps. Et le but de l'ESA n'est aussi pas de répéter ce que l'industrie fait. Dès le moment où l'ESA a quelque chose qui peut être industrialisable, eh bien, elle le met à disposition de l'industrie européenne. C'est une des grandes règles de l'ESA. On ne peut que avoir des rentrées d'argent des pays membres, mais de rien d'autre. Si on a une entrée d'argent à l'ESA pour une autre raison, c'est un problème. Comment pouvoir dépenser cet argent qu'on devrait recevoir? C'est ça le problème, parce qu'on ne peut pas le recevoir.